accueille Stéphane Collaro. Il est beau comme un dieu, il a un ticket rock dans les yeux. Beau comme un dieu, ticket rock dans les yeux. Il fait même craquer les hommes, c'est un super baby cadam. Craquer les hommes, super baby cadam. Au niveau de l'amour, Tarzan dans un gant de velours. Gant de velours, au niveau de l'amour. En plus il est pas bête, il en a dans la tête. Il a même de l'humour. Oh, ce mec est too much, ce mec est trop. Ce mec est too much, ce mec est trop. Ce mec est too much, trop, trop, trop. Ce mec est too much, ce mec est trop. Ce mec est too much, ce mec est trop. Ce mec est too much, trop, trop, trop. Tout le monde en a parlé à retrouver Stéphane Collaro sur un marché dans la très chic banlieue parisienne de Boulogne-Billancourt. Ici, l'ancienne star de télévision est connue comme le loup blanc. Tu vas bien? Impec. Ah, il est pas là, lui. Où il est, le roi de la truffe? Hein? Ça, quand même, il y a des trucs horribles qui se passent. Avant, ici, on vendait des truffes, maintenant, c'est des chaussettes. Oui, Stéphane. Ces messieurs, les rois de la tripe. C'est Mahutin. Bonjour, vous allez bien? Comment vas-tu? Hein? J'espère que tu as mis de bons produits, hein? Ça va, les gars? Tu vas bien? Mets-moi Tu veux un onglet de bœuf? une épaule d'agneau et un bout d'onglet. L'épaule, c'est pour faire comment, Stéphane? Pour faire au four. Vous levez la palette. On bouffe à combien là-dessus? 5, 6. Ça va. Merci, monsieur Stéphane. Bah, ce week-end, parce que je suis encore là. Allez, à dimanche. Tonton Mayonnaise est de retour à Paris. L'heure est aux retrouvailles avec les amis et ils se bousculent, comme en témoigne sa compagne Stéphanie. Et ben voilà, comment c'est de vivre avec Stéphane. C'est assez mouvementé. Stéphane donne 3 rendez-vous en même temps. On oublie certains. Part faire la gym, voilà. Mais c'est très sympathique. Yellow, si tu veux, fais un peu de bruit. Non, ça nous dérange pas du tout, vas-y. Ça va, hein? Alors voilà, c'est encore des amis du Nord. Hein. Et les amis viennent des 4 coins de la France, comme Liliane, galeriste à Lille. Elle a toujours porté un grand intérêt aux œuvres d'art que Stéphane collectionne. Elle a découvert un tas d'artistes vraiment tous de qualité. Hein. Et en plus, il y a des anciens aussi. Oui, des anciens. Hein, ça, le mélange, il est super. Des noms un petit peu plus connus. Boncini. Parmi les œuvres, une compression réalisée par César pour Stéphane. Il avait pris les sets d'or, toutes les coupes, les machins, tous les trucs que j'avais pu avoir. Et il me dit, passe à l'hôtel du Tessia, je t'ai fait ta compression et tu vas voir que c'est une des plus belles. Il mériterait mieux que ça. Bon, enfin, il est reconnu quand même. Oui, bien sûr. T'arrêtes de pas dire le contraire de ce que je dis. Et ça, tu connais... Il faut dire oui tout le temps? Non. Tu connais Miyajima? Ça, c'est extraordinaire. Miyajima, c'est un artiste japonais. Et alors, donc, il fait des éléments... Bon, c'est assez intello. Lad Kino, c'est encore un grand artiste du Nord. Il a mis un tableau, il l'a superposé sur l'autre. Il m'a dit, ça y est, toi, c'est toi et ton équipe. Stéphane et Stéphanie ont maintenant rendez-vous avec d'autres amis pour déjeuner. Direction un restaurant péniche sur la Seine. Ça va bien? Je me rappelle pas si je t'ai laissé un message ou pas. Non. Ça va? Tu m'as dit Les membres de cette tablée sont régulièrement invités à Saint-Martin, où Stéphane passe désormais la moitié de l'année. Les uns les autres, vous avez donné les dates à Stéphanie, donc on vous attend, comme d'habitude, à Saint-Martin. Toi, t'es le 25, toi, février, toi, c'est en novembre. Toi, t'es pas invité. Non. Salut Bernard. À bientôt. Au revoir. Cet après-midi, Stéphane présente le coffret DVD du Bébé de Show aux journalistes. On va vous présenter les 3 versions qu'on sort à la fin de l'année d'Electre, avec Stéphane Collaro et Jean Roucas. Merci. Voilà, je voulais vous remercier, et je voulais remercier Lina, en mon nom et en celui de Jean Roucas, parce que, en fait, le rôle de Lina, c'est de faire revivre et de conserver tous ces moments de télévision qui sont encore assez modernes et assez étonnants quand on les regarde. Voilà, donc je vous remercie. Et la conférence de presse est l'occasion de retrouver Jean Roucas.
Il a maigri comme moi. Parce qu'on on a eu des petits problèmes de santé, on s'est mis de cholestérol, on s'est mis au régime. On se suit quand même, parce que ses cheveux blanchissent, les miens pas loin derrière. On maigrit en même temps, ça va. Et cet après-midi, Stéphane renoue avec le jeu des interviews. Le créateur des Muppets s'est un petit peu inquiété en se disant ils sont peut-être en train de me pomper, donc je vais envoyer les cassettes. Et il m'a appelé. Il court le même risque que tous les humoristes. Et le vrai risque, c'est celui de ne pas être drôle. Bien sûr. Je vais chez le dentiste. Pour Stéphane, la télé n'est plus qu'une escale entre deux embruns de Saint-Martin. Et maintenant, la lumière se rallume sur Stéphane Collaro. Salut Thierry. Salut. Bienvenue sur le plateau, tout le monde a parlé. Alors Stéphane, vous êtes né le 20 mai 1943 à Neuilly, père Étienne Collaro, personnage assez original, musicien, bricoleur. Il avait fabriqué la première guitare électrique sur laquelle avait joué Django Reinhardt. Et Sacha Distel. Il avait déposé un brevet d'ailleurs. C'était un génie touche à tout. C'est-à-dire qu'il adorait tout ça, la musique, ce qui l'a pas empêché de faire une carrière professionnelle dans l'industrie. Chez Remington. En partant du bas de l'échelon. On a tous, enfin mes trois frères et moi, énormément de respect pour notre papa. Ouais. Alors il était dans la guitare électrique et les rasoirs électriques en fait. Voilà. Alors votre maman, elle s'occupait de ses 4 fils, qui était quand même du boulot, j'imagine. Ah, c'est encore du boulot, c'est encore du boulot, elle s'en occupe toujours. Alors votre famille déménage sans arrêt, le seul point d'ancrage c'est Pornichet, où vos parents se sont rencontrés, où vous allez en vacances tous les ans. Pornichet qui aura une importance capitale dans votre vie, comme on va le voir. Alors, jusqu'à 14 ans, vous êtes plutôt calme et bon élève, puis vous devenez quand même un élève agité. Vous êtes viré de 2 lycées, ensuite vous faites philo, maths LM, parce que vous espérez rentrer à HEC, ce que vous ne ferez pas, et puis sciences éco. Donc. Ouais, enfin, je sais pas, le diable s'est emparé de moi. C'est que j'étais à peu près cool. Ouais. Puis je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un déclic épouvantable. Ouais. Je suis devenu diabolique. Ouais. C'est que là, je me faisais virer de partout. Je travaillais pas trop mal quand même. Ouais. Bon, j'ai eu les 2 bacs assez facilement, mais j'étais devenu un démon. Et vos parents sont allés voir un psy en disant on ne sait pas quoi en faire, quoi. Hein. Oui. C'est quand même grave, quoi, l'histoire. Le psy, il n'a pas pu quoi en faire non plus. Non plus. Et là, à Pornichet, donc, vous êtes en vacances, vous rencontrez Raymond Marcillac, qui est le grand patron de l'info à la télé, et à 20 ans, il vous fait entrer au journal régional d'Île-de-France. Et pour moi, ça a été un déclic. J'ai eu un coup de foudre pour le journalisme, même à ce petit échelon de départ. Donc d'abord le journal régional d'Île-de-France, ensuite le service des sports. Et 5 ans plus tard, en 1968, Pornichet vous sauve une nouvelle fois la mise, puisque vous y êtes en vacances, quand il y a la grosse charrette des journalistes contestataires, vous y échappez. On savait plus s'il fallait faire la grève, on était jeunes, on était manipulés. En fait, même encore maintenant, je sais toujours pas si j'ai eu raison. Un jour, j'étais gréviste, le lendemain, je l'étais plus. C'était une époque franchement très floue. Alors, vous menez une carrière de journaliste sportif spécialisé dans l'automobile parce que vous avez rencontré Jean-Pierre Beltoise à Pornichet. Pornichet toujours. Et le soir du réveillon 1974, vous êtes licencié au nom de la réforme des chaînes. Un jour, je reçois un coup de téléphone de Léon Zitrone qui me dit « Stéphane, je viens d'accepter la responsabilité de chef du service des sports pour la première chaîne, je crois, et j'ai pris 2 rédacteurs en chef, Michel Drucker et vous. Le soir, champagne, c'était une promotion, promotion, sur tous les plans, etc. Le lendemain, c'était Georges Decaune qui avait le poste et j'étais viré. C'est dur. Et je vais voir Georges, je lui dis « Mais Georges, pourquoi je suis viré ?» Et là, il est assez marrant quand même. Il me dit, parce que, écoute, il faut bien que j'en vire quelques-uns, et toi, je pense que tu seras capable de faire autre chose. Ah oui, c'est énorme. Oui, enfin, c'était un peu long, mais... Mais vous avez fait autre chose. 1 mois après, vous faites votre retour à la télé dans l'équipe du Petit Rapporteur de Jacques Martin, que vous avez rencontré à la Vie Parisienne, rue du Colisée. C'est une boîte où allaient les gens de la télé. Et vous avez sympathisé avec lui à Pornichet. Ben on est devenus vraiment très, très frères à l'époque. Et on faisait le Petit Rapporteur pratiquement tous les soirs chez mes parents. Dans la villa, on avait une caméra Super 8 et on faisait des sketchs. C'était pratiquement déjà le Petit Rapporteur. La même chose, C'est vrai qu'il vous a engagé parce que journaliste sportif, vous étiez déjà très blagueur. Vous aviez donné des bonbons au bleu de méthylène à Guy Lux
et à Roger Coudert juste avant... Avant l'enregistrement d'une émission. Ouais. J'ai été prendre un petit bonbon. Ils avaient la langue toute bleue. Je me suis fait engueuler. Là, on a fait livrer, je me rappelle, 2 brouettes de terre dans le bureau du PDG, Jacques Contamine, en disant qu'il voulait faire pousser du gazon. D'accord. Et... Alors voilà, donc à partir de 76, vous donnez aussi le comparse de Jacques Martin dans l'école des fans, sous le nom de Tonton Mayonnaise. Ah oui, on faisait tout le dimanche. Ouais. On commençait à 11h du matin, on finissait à 11h du soir. Ouais. Donc on faisait 12 heures d'antenne. C'était assez passionnant. Alors Tonton Mayonnaise, c'est marrant parce que vous, soi-disant, vous n'arriviez pas à faire les additions des notes, alors tout le monde était gagnant à la sortie, ou alors vous disiez que tout le monde était ex-aequo, enfin voilà. Quoi. Non, ça vous rend très sympathique, tout ça. En fait, Jacques Martin dit à un gosse, lui tu le connais, et le gosse, je sais pas pourquoi, il dit c'est Tonton Salade. Ouais. Et tous les mômes se marrent. Et la semaine d'après, Jacques a voulu reprendre il a oublié que c'est salade, il a dit mayonnaise. Ils se sont encore plus marrés. Voilà. Ce qui m'a obligé à chanter après Tonton Mayonnaise à la radio. Voilà. Ouais, ça, j'ai les moules et la mayonnaise, ça, j'en étais victime. Et puis en septembre 1979, vous volez de vos propres ailes avec le Collaro Show sur Antenne 2, avec Jean Roucas, Guy Montagnier, Claire Nadeau, Martin Lamotte. C'est un succès énorme. Je savais pas trop quoi faire. Et en fait, j'étais influencé par... j'avais en tête Elsa Pepine et les Branquignoles. Ouais. Robert Derry et toute son équipe, Colette etc. Brossé. Colette Brossé, de Funès et plein d'autres, etc. Et les Branquignoles, ils avaient une pièce de théâtre où le metteur en scène, finalement, faisait répéter ses comédiens. Donc, c'était vu de Donc, je me suis dit, on pourrait peut-être faire un petit peu la même chose à la télé, avec un directeur qui vient nous engueuler, qui nous dirige, etc. Mais tout ça était totalement empirique. C'est-à-dire qu'au début, on faisait presque n'importe quoi. Mais on faisait n'importe quoi, et quelque part, ça avait quand même un peu de charme, c'est qu'il y avait des lueurs rigolotes. Vous rejoignez TF1 3 ans plus tard, en 1982, pour Coco Boy. Ils nous ont donné l'occasion de faire une grosse émission. Ouais. C'est-à-dire avec des bons moyens. Et donc, en plus, comme la périodicité était de 2 mois environ, on avait vraiment le temps de la préparer. Ça s'est appelé Coco Boy d'une manière drôle, parce qu'en fait, c'est une émission que j'ai commencé à préparer avec Daniel Costel, qui n'avait rien à voir avec l'humour. Daniel Costel, un documentariste. Il fait toujours les documentaires magnifiques. Sur la guerre de 14. Je ne l'ai pas vu depuis, mais je l'adore. Ouais. Et donc, on avait appelé ça Coco, Collaro, Costel. Et Boy, parce que notre idée, c'était de faire une parodie télévisée de Playboy. Avec des jolies filles, les Coco Girls. Alors c'est comme ça qu'on a eu les Coco Girls, c'est comme ça qu'on a eu la Playmate, même si l'émission n'a plus ressemblé finalement en rien à Playboy, mais ça s'est quand même appelé Coco Boy. Coco Boy, ce mec est too much, enfin voilà, quoi, grande époque. Alors en 1984, pour lutter contre le fameux Petit Théâtre de Bouvard, vous lancez une émission quotidienne à 19h40 qui s'appelle Coco Ricoco Boy. Ah, bien prononcé, hein. C'est dur à dire. Ah voilà, les speakerines nous détestaient. Marie-France Brière me dit, j'espère que tu vas pas encore nous trouver un nom à la noix pour ton émission. Et boum, Cocorico Boy. Alors en 1987, vous quittez TF1 pour la 5, là c'est la grande époque Berlusconi. Vous faites une émission qui s'appelle Colari Coco Show. Bah oui, ça fallait continuer. Mais qui est arrêtée quelques mois plus tard. Mais j'arrive toujours pas à comprendre comment Berlusconi, Hersan, qui étaient des gens vraiment terriblement intelligents, ils s'étaient pas rendus compte que la 5e chaîne avait une capacité d'écoute qui était le 5e ou le 6e de... Oui, parce que personne ne recevait, il n'y avait pas d'antenne. Voilà. Ouais, alors, donc les résultats financiers pour la 5 étaient dramatiques. C'est-à-dire qu'au début, ils avaient vendu les publicités le même prix que TF1. Donc tous les annonceurs sont partis. Nous, au lieu de faire 30% d'écoute, on faisait 5 et c'était des bons scores. Hein. Mais au bout d'un moment, la 5, ils n'avaient plus les moyens de financer ces émissions. Ça s'est arrêté, vous faites encore Mondo Dingo et puis ensuite vous rompez le contrat à l'amiable en disant... Oui, on a fait une négociation pour que ça s'arrête. On s'est tous trompés, et puis voilà. Oui, alors les négociations, ça me fait marrer aussi, parce que quand on parlait des contrats mirifiques et des trucs, la 5, etc., après, quand ça s'arrête, le contrat mirifique, il n'est jamais respecté. Oui, bien sûr. Voilà, et là, vous revenez sur TF1 donc avec le fameux Bébé de Show. En fait, on avait déjà créé ces marionnettes du Bébé de Show, mais on s'en servait surtout pour accueillir les invités dans Cocorico Boy et faire des petites séquences politiques. Je suis piégé par Dominique Cancien qui me dit « Viens prendre un petit déjeuner avec moi aux Champs-Élysées ». Et quand je rentre dans la pièce, il y avait Francis Bouygues, Lelay, Moujotte, tout le monde.
Et Francis Blick me dit, bon, allez, Collaro, tu vas revenir chez nous quand même maintenant, ça suffit, etc. Il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et je sais pas pourquoi, j'avais rien préparé. Si le Bébête Show, on le faisait 5 minutes quotidien avant le journal. Il me dit, c'est génial. Ah ouais. Et boum. Et voilà. Alors là c'est bien. Là, vous êtes à la tête de Julia Productions, donc vous êtes un chef d'entreprise heureux. Voilà, on a le droit. En 1993, vous faites quand même 30 millions de francs de chiffre d'affaires, c'est bien. Oui, c'était bien. Le Bébête Show, ça fonctionnait bien. À ce moment-là, quelles ont été les réactions de votre famille? Papa était content que ça marche bien. Et en même temps, il me faisait bien remarquer quand même que je faisais un métier de clown et de saltimbanque. Mais gentiment. Avec les médias, ça s'est passé comment? Ce qui me fait toujours marrer, c'est que le téléspectateur qui aime bien vos émissions, il les regarde et puis il est content. Mais il y a des gens assez bizarres qui, eux, regardent pour dire c'est de la merde. Ouais. Oui, ça, c'est une race spéciale, quoi. Vous avez gagné de l'argent à l'époque? Oui, bien sûr. Vous l'avez gardé? Ben non. Vous avez fait quoi? J'en ai claqué pas mal. Ah ouais. Je suis pas un homme d'affaires. Moi, en fait, je suis un entrepreneur. C'est-à-dire que ce que j'adore, c'est inventer, c'est créer c'est essayer de développer des idées. Mais sur la gestion, je suis assez calamiteux, quoi. Ouais. Je veux pas faire pleurer sur mon sort. Mais maintenant, je roule plus sur le. J'ai une encore ex-femme, j'espère plus pour longtemps, qui me pompe bien. Voilà, toute ma retraite. Ah oui, d'accord. Et l'amour, ça s'est passé comment à cette époque? Ça devait être formidable, non? Vous deviez avoir toutes les filles que vous vouliez, non? J'avais surtout une que j'avais voulu et que j'avais, avec laquelle on a eu notre fille Julia, Patou. Et puis, le couple, c'est un petit peu... peut-être qu'il a été victime de la télé, c'est bien possible. Les Coco Girls, quand même... Ça vous intéresse, les Coco Girls? Je m'imagine. Mais mon pauvre ami, même sous la torture, je parlerai pas. D'accord, j'ai compris. Ouais. Bien. Quel a été le meilleur moment de cette époque? Quand on commençait un tournage, que soit l'émission, ça commençait dans la déconnade la plus totale et dans la gaieté la plus... donc, on s'éclatait. Et le pire moment, ça a été quoi? J'ai pas de mauvais souvenirs, même quand TF1 a décidé d'arrêter le Bébête Show et que je l'ai appris dans la presse. Ouais. Bon, le seul truc que j'ai regretté, c'est que ce que j'ai dit à Lelé et à Moujotte, j'aurais dit, vous m'invitez à boire un coup et en buvant une bouteille de champagne, c'est normal que vous arrêtiez si vous avez envie, mais bon. Quelle était la raison de l'arrêt du Bébête Show? TF1 a voulu qu'on transforme l'émission parce qu'ils ont été victimes du syndrome Canal. Ouais. Et je crois qu'il ne fallait pas changer la formule. Et on avait un truc où on faisait quand même 12 millions ou 15 millions de téléspectateurs, alors que Canal, plus élitiste, était à 1 million. Donc en fait, il ne fallait pas... Et TF1 était complexé par rapport au côté branché de Canal. Il y a toujours eu la France profonde, la France populaire, qui était quand même notre public. Et puis il y a aussi les émissions pour des gens plus branchés, plus élitistes. C'était pas tellement mon public. Alors évidemment, là, le chiffre d'affaires de Julia Productions s'effondre. Il s'est arrêté pratiquement. Et puis alors, il y a aussi l'échec de production que vous tentez. Par exemple, Ça balance avec Bollock et Solo. Ça n'a pas... Non, ça collait pas. D'abord, c'était impossible de travailler avec Bruno Solo, avec Yvan Le Bollock. C'est un malade dangereux. Je sais. non, mais c'est ça. Je m'en fous. Mais c'est un caractériel. Je me rappelle déjà la première de l'émission. J'étais producteur de l'émission. Il y a les photographes qui vont pour faire une photo et l'autre il fait, non pas avec Collaro. Oui. Sympa. Je n'avais rien fait. Oui, j'avais envie de lui mettre ma main dans la figure. Non, mais ça va, il n'y a plus de rancune. Et puis il y a aussi un truc qui n'a pas marché. Alors c'est en 98, En avant toute sur France 2. Entièrement de ma faute. Ah bon? Entièrement de ma faute. C'est-à-dire que je m'étais fait fourguer des auteurs, je ne comprenais pas ce qu'ils écrivaient. J'ai eu la prétention de me dire je vais y arriver presque tout seul. Ouais. Après, on devait faire un pilote, ce qui aurait été intelligent. Et France 2 m'a demandé de tourner à toute vitesse 9 émissions. J'ai pêché par prétention, j'ai cru que j'y arriverais. Et en fait, j'ai saboté une idée qui était pas mal, parce que ça tenait la route, mais par précipitation. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête et que je prenne du recul. Et voilà. Là, vous vendez l'appartement Art déco que vous avez dans le 16e arrondissement. Vous vous installez dans une maison à Boulogne. À partir de ce moment-là, vous n'attendez plus rien de la télé. Vous vous reconvertissez dans l'immobilier. Oui, en fait, j'avais jamais eu le temps de souffler. Ouais. J'ai jamais eu le temps de réfléchir. Et je me rendais compte que j'avais fait des choses sympas et aussi beaucoup de conneries.
que ma personnalité avait changé, que j'étais plus moi-même. Donc j'ai eu besoin de respirer, de me retrouver, de sortir du milieu de la télé pour mener une vie que je qualifierais de normale, parce qu'à la télé, on est quand même des anormaux. Et donc, il m'a fallu des années pour réfléchir, pour souffler, et pour me retrouver... redevenir ce que vous étiez, en fait. Voilà, exactement. Et je suis très, très content de l'avoir fait, même si c'était pénalisant sur un plan financier, même si la vie est devenue un peu plus dure, et ben, je pense que c'était essentiel de mettre une croix. J'avais fait de la télé sans arrêt pendant 30 ans. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de la grande époque, du Bébête Show, par exemple? Non. 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 Vous avez de la rancune contre quelqu'un après toutes ces années? Oh, à quoi ça sert? Ouais. Oh, non. Ouais, même pas. Non. Ouais. Non. Alors, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Stéphane? J'avais signé le contrat de Stéphane Courby. Ah oui. Hein. Et puis, la malheureuse Catherine Corbineau, Dieu ait son âme, m'a fait déchirer le contrat parce qu'elle a fait une crise de jalousie et tout. Mais Stéphane Courby, après, il a fait la fortune d'Arthur. Puis moi, j'étais peut-être pas fait pour être très riche. Voilà. Et je suis peut-être bien mieux comme ça. Donc, non. Ça, vous regrettez quand même? Je reprendrai les mêmes formules, je retravaillerai avec les mêmes, mais je le prendrai avec une mentalité différente. Je serai beaucoup plus cool, je serai pas énervé, je serai pas piégé par la télé comme je l'ai été. Vous avez appris la sagesse, c'est bien. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Oh là, comme il y a des types comme vous qui passent, on pourrait peut-être écrire « Faites attention, j'entends encore ». Merci Stéphane, je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous, merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.